La Normandie continue à l'ouest le bassin parisien. Elle longe la Manche, de la Brelle, rivière du Tréport, au Couesnon, dont les eaux traversent les grèves du Mont-Saint-Michel. De nombreuses rivières côtières, alimentées par des pluies abondantes, descendent des collines et donnent à cette région son aspect verdoyant. On distingue traditionnellement la Haute-Normandie, région crayeuse recouverte d'un fertile limon, comme les pays voisins du bassin parisien, et comprenant le pays de Caux, le Vexin normand, le Roumois et le pays d'Auge. Et la basse Normandie, pays de schiste et de granit, en bordure du massif armoricain, et comprenant principalement le Cotentin et le Bocage normand. Grâce à son climat particulièrement humide, adouci par le voisinage de la mer, la Normandie est avant tout un pays d'élevage. Plusieurs millions de bovins broutent l'herbe de ces prés, semés d'innombrables pommiers. Les haies caractéristiques bordant ces prés donnent à la basse Normandie son visage particulier, le bocage. La race bovine normande est la première des 30 races élevées en France. Elle fournit le quart de la production française en lait, beurre, fromage et viande de boucherie. Dans tous les bourgs importants ont lieu à date fixe les foires à bestiaux. Elles provoquent une animation inaccoutumée et toujours pittoresque. Matin et soir, les vaches sont traites dans les prés mêmes où elles pâturent. Une bonne vache laitière peut donner de 25 à 30 litres de lait par jour. Ce lait, riche en crème, est ramassé aussitôt après la traite et dirigé vers les centres et les coopératives pour être transformé en beurre ou en fromage. Le nom d'Isigny est devenu le symbole d'un beurre d'une qualité sans rival. La baratte automatique a remplacé l'ancienne baratte à main, avec laquelle autrefois chaque fermier faisait lui-même son beurre 1 ou 2 fois par semaine. Aujourd'hui, le système coopératif permet de grouper la production de chaque région en améliorant le rendement. Les fromages normands ont rendu célèbres les villages et les villes dont ils sont originaires. Ils sont appréciés aussi bien sur les tables de France que sur celles de l'étranger. À côté de l'élevage des bovins, celui des chevaux reste, malgré le déclin de la traction animale, une des gloires de la région. Dans les haras nationaux de Saint-Lô et du Pin, les étalons sont rigoureusement sélectionnés pour que chaque race conserve toute sa pureté. Voici les pur sang pleins de fougue, chevaux de course remarquables par leur élégance et leur rapidité.
Les demi-cents sont des chevaux de selle ou d'attelage léger. Avant l'automobile, ils étaient recherchés pour leur belle allure scandée. Ils sont toujours célèbres comme trotteurs sur les champs de course. Dans les fermes normandes, la race percheronne, réputée pour sa force, est aujourd'hui encore très employée pour les gros travaux. Les matériaux que l'on trouve dans le sol donnent aux constructions de chaque région leur aspect caractéristique. C'est ainsi qu'en Haute-Normandie et dans le pays d'Auge, la ferme normande est construite en torchis, fait de l'argile du pays, maintenue par des poutres de bois apparentes. Les différents bâtiments de la ferme sont séparés les uns des autres et entourent une grande cour herbue, plantée de pommiers, où les animaux de la basse-cour vivent en liberté. En Basse-Normandie, et particulièrement dans le Bocage et le Cotentin, des chemins creux conduisent aux fermes isolées, au milieu des prés. Dans ces régions, c'est le grès et le granit qui sont employés. Ils donnent aux constructions un aspect plus sévère qui annonce déjà l'architecture bretonne. L'Orne coule paisiblement entre les vertes prairies de la Normandie. Pourtant, la haute vallée de l'Orne nous réserve une surprise. La rivière qui a creusé son lit dans les roches anciennes du massif armoricain donne à la Normandie un autre visage. Petites cascades, barrages, vallées encaissées que dominent des escarpements de grès ont valu à cette région le nom de Suisse normande. La forêt couvre les collines de Normandie. Elle est formée surtout de hêtres et de chênes. Les pins apparaissent dans les reboisements récents. Au cœur d'une de ces régions boisées, nous découvrons Bagnoles de l'Orne, une des rares stations thermales de l'ouest de la France. Située à quelques kilomètres de l'embouchure de l'Orne, Caen était avant la guerre une des plus belles cités anciennes de la Normandie. Aux trois quarts détruite par les bombardements qui précédèrent le débarquement des Alliés, la ville garde pourtant encore de beaux vestiges de son passé. Certains de ces monuments datent de l'époque de Guillaume le Conquérant. Les anciennes rues étroites et tortueuses, disparues, font place aujourd'hui à des voies larges bordées d'immeubles modernes. Mais avant même que la cité soit entièrement reconstruite, sa vie économique a retrouvé toute son importance. Les hauts fourneaux de Mondeville-Colombelle, détruits en 1944, ont été rallumés en 1950. Ils produisent 400 000 tonnes d'acier par an et permettent d'utiliser sur place une partie du minerai de fer provenant des mines de Basse-Normandie. La production de ce bassin le classe au second rang immédiatement après la Lorraine. Ce bateau, qui paraît se promener dans la campagne, est un des cargos qui remontent le canal de Caen à la mer. Long de 14 km, ce canal permet à Caen d'être un port maritime
et de pouvoir ainsi exporter directement vers l'Angleterre et la Hollande le minerai de fer que n'utilise pas l'industrie sidérurgique locale. Situé à l'extrémité de la presqu'île du Cotentin, Cherbourg est en même temps qu'un port militaire une escale transatlantique utilisée par les lignes étrangères, surtout anglaises. Dans son cours inférieur, la Seine traverse la Normandie d'est en ouest. Dominée par les ruines de Château-Gaillard, les Andelys offrent un des plus beaux sites de la vallée de la Seine. Cette forteresse, juchée sur un éperon crayeux, fut construite par Richard Cœur de Lion, duc de Normandie et roi d'Angleterre, pour barrer au roi de France Philippe Auguste la route de Rouen. C'était en effet, à l'époque, un point stratégique important, et c'est toujours un excellent observatoire pour admirer les méandres que la Seine a creusés au pied des falaises de craie qui caractérisent presque tout le cours de la basse Seine. Grâce à sa largeur, à la régularité de son débit, à la richesse des pays traversés, la Seine a été de tout temps une route naturelle de premier ordre entre Paris et la mer. Napoléon disait déjà « Le Havre, Rouen et Paris sont une seule ville dont la Seine est la rue ». Une importante circulation fluviale a nécessité de vastes travaux d'aménagement dont le barrage de Pose est un des plus impressionnants. C'est ici, à une vingtaine de kilomètres en amont de Rouen, que l'on trouve la séparation entre la partie du fleuve canalisée et celle qui est soumise à l'action de la marée. À côté du barrage, les écluses d'Amfreville permettent aux péniches et aux bateaux remontant vers Paris de passer du niveau variable de la partie aval au niveau fixe de la partie amont. La proximité des ports de Rouen et du Havre a facilité l'industrialisation de la vallée de la Seine. À Elbeuf et Louviers, l'industrie de la laine a conservé une place de choix, tandis que le travail du coton s'est développé surtout dans la région rouennaise. De nombreuses industries se sont établies sur les rives de la Seine. Le pétrole tient aujourd'hui la première place. Les raffineries de Gonfreville, Petit-Couronne, Port-Jérôme traitent 40% des pétroles raffinés en France. Grâce à la proximité de la Seine, l'essence obtenue après le raffinage est chargée directement dans les chalands. Bien qu'une importante flotte de ces péniches sillonne sans arrêt le fleuve, les exigences de la consommation ont nécessité la pose d'un pipeline. Cette conduite souterraine de plus de 200 km de longueur permet ainsi d'alimenter directement la région parisienne. Voici maintenant, étalé sur les deux rives de la Seine, Rouen, ancienne capitale de la Normandie.
Malgré les ruines qui ont suivi l'incendie de 1940 et les bombardements de 1944, Rouen mérite toujours bien son nom de ville-musée. Œuvre magnifique de la Renaissance, son palais de justice est un des monuments qui ont le plus souffert. Par contre, depuis la démolition du vieux quartier, la cathédrale, dégagée des maisons qui la cachaient, peut être contemplée dans son ensemble. Sa façade est une magnifique dentelle de pierre. Sur la place du Vieux Marché, une statue rappelle qu'ici Jeanne d'Arc fut brûlée vive le 30 mai 1431. Bien que 125 km de Seine la séparent de la mer, Rouen est en même temps qu'un port fluvial, un port maritime important. De gros cargos peuvent venir jusqu'au pied de la cathédrale. Un équipement spécial permet de transborder directement les marchandises entre les bateaux de mer et les péniches fluviales. Le charbon et les produits pétroliers sont les principaux éléments du trafic. Une grande partie des vins d'Algérie, la presque totalité des pâtes à papier et du bois de Scandinavie sont importés en France par le port de Rouen. C'est à Rouen que se trouvent les derniers ponts sur la Seine. La largeur du fleuve, en même temps que la hauteur des superstructures des bateaux qui le sillonnent, ont jusqu'ici empêché la construction de ponts en aval de Rouen. Des bacs font la navette d'une rive à l'autre pour permettre aux voitures et aux piétons de traverser le fleuve. Près de son embouchure, le niveau de la Seine est fortement influencé par le mouvement des marées. Aux grandes marées d'équinoxe, les eaux marines, arrivant en trop grande quantité à la fois, se trouvent étranglées entre les rives et forment une vague immense qui remonte le fleuve à la vitesse d'un cheval au galop. C'est le Mascaret. Pour permettre aux péniches de gagner le Havre sans affronter l'estuaire, fut construit en 1887 le canal de Tancarville. Près de l'écluse où commence le canal, s'élèvera bientôt le pont suspendu de Tancarville qui reliera pour la première fois les deux rives de la Seine entre Rouen et Le Havre. Amas de ruines en 1945, Le Havre, à la fois port et grande ville industrielle, poursuit activement sa reconstruction, suivant un plan grandiose d'urbanisme dû à l'architecte Auguste Perret. Son port, qui fut le plus gravement endommagé d'Europe, a aujourd'hui doublé son trafic d'avant-guerre, surtout grâce au pétrole. Il a repris son rang de premier port transatlantique français, tête de ligne pour New York de la Compagnie Générale Transatlantique et escale de très nombreux et très gros paquebots étrangers. Au nord de la côte normande, Dieppe, célèbre sous François Ier par ses capitaines corsaires, est aujourd'hui un important port de voyageurs à destination de l'Angleterre. Dans les eaux grises des bassins de son port,
les reflets blancs des bananiers venant des Antilles ou des Canaries semblent apporter un peu de lumière des tropiques, car Dieppe est aussi le premier port bananier français. Le 6 juin 1944, 5 siècles après le sacrifice de Jeanne d'Arc, la Normandie est entrée une nouvelle fois dans l'histoire avec le débarquement des Alliés qui préludait à la libération de la France. De cette terrible épreuve, il ne reste plus maintenant que quelques épaves sur les plages, des canons rouillés, des chars érigés en monuments pour rappeler le souvenir des durs combats de Normandie. Des plages où les galets roulent au pied des hautes falaises, aux longues étendues sablonneuses du Calvados, le littoral normand redevient chaque été pour une foule de citadins un lieu idéal de vacances, un réservoir d'air iodé et pur. Et, fidèle à sa vocation pastorale, la Normandie étend jusqu'au bord de la mer ses riches herbages.